Bienvenue au cours de Physique 2. Nous sommes toujours dans la partie électrostatique. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « Le potentiel et l'énergie électrostatique ». C'est la leçon numéro 3. Donc, comme pour les autres leçons, nous allons introduire les principaux points que nous allons aborder. Tout d'abord, nous commencerons par essayer de faire une justification sur la notion de potentiel. Nous avons déjà défini le champ électrique et nous avons vu comment on pouvait l'utiliser. Donc, pourquoi est-il nécessaire ou utile d'introduire le potentiel? Deuxième point, nous regarderons comment calculer le potentiel et comment trouver les expressions de ce potentiel. Troisième point, nous introduirons ou nous rappellerons le travail d'une force. Ensuite, nous définirons la différence de potentiel, les relations entre le potentiel et le champ électrique. Et le dernier point de la leçon concerne l'énergie électrostatique. Alors, si vous voulez bien, on va attaquer le premier point qui concerne l'intérêt du potentiel. Donc, il faut se rappeler avant tout que nous avons déjà défini une grandeur qui est le champ électrique. Nous avons montré que cette grandeur est une quantité qui est vectorielle. Donc, dans le cas général, il faut trois composantes, c'est-à-dire trois quantités scalaires pour définir cette quantité vectorielle. En physique, lorsqu'on a la possibilité de simplifier les expressions, on aime toujours faire ça. Et donc, s'il est possible de décrire la situation physique du champ électrique par une autre grandeur qui serait plus facile à manipuler, eh bien, ça serait très intéressant. Eh bien, cette grandeur existe et elle s'appelle le potentiel. Donc, c'est une grandeur qui est scalaire et qui ne nécessite qu'une seule quantité pour être définie. Nous verrons dans la suite que c'est une quantité qui est très utile et très intéressante pour calculer tous les problèmes qui sont associés à l'énergie électrique en général et en particulier l'énergie électrostatique. Alors, à chaque fois qu'on définit une quantité, il faut se poser la question comment est-il possible de calculer cette quantité? Donc là, nous allons voir l'expression du potentiel. Alors, comme nous l'avons fait pour le champ électrique, nous allons commencer par regarder ce qui se passe dans le cas d'une charge ponctuelle. Donc, le potentiel créé par une charge ponctuelle Q. Donc, on va supposer, comme pour le champ électrique, que nous disposons d'une charge ponctuelle qui est appelée Q, qui est notée ici. Et puis, on se situe à une distance R, on a un point M qui est situé à une distance R du potentiel de la charge Q. Eh bien, en ce point M, on va associer un potentiel. Et l'expression de ce potentiel, elle est très simple. C'est Q sur 4pi epsilon 0. Donc, tous ces paramètres-là, nous les avons déjà vus lorsque nous avons regardé le champ électrique. Et la quantité Rm étant la distance entre le point où se trouve la charge Q et le point où on calcule le potentiel. Donc, vous voyez que c'est une expression qui est assez similaire au champ électrique en ce qui concerne la forme. Par contre, c'est une expression évidemment qui est en 1 sur R et non pas en 1 sur R2. Donc en particulier, le comportement pour des intégrations allant vers l'infini va être différent selon qu'on travaille avec le champ électrique ou le potentiel. On va généraliser ça dans le cas d'une distribution de charge. Donc cette fois-ci, on va se poser la question, lorsque nous avons une distribution de charges ponctuelles, ces charges ponctuelles, comme sont représentées ici sur la figure, vous avez un point M et vous avez plusieurs charges qui sont notées de Q1 jusqu'à Qm. Et donc, chacun de ces charges-là, ou chacune de ces charges, va créer une quantité au point M qui est une quantité infinitésimale de potentiel, si vous voulez. Et donc, on va appliquer simplement le fameux principe de superposition qui va nous dire que le potentiel en ce point M, créé par l'ensemble de charges, eh bien, il suffit simplement de calculer le potentiel créé par chacune des charges et puis de sommer en ce point-là les différentes contributions de potentiel. Ce qui nous permet de mettre la forme générale suivante, donc somme sur I étant l'ensemble des charges ponctuelles, et à chaque fois on considère la charge QI et la distance entre le point
où on calcule le potentiel et le point où se trouve la charge, c'est-à-dire le point RI. Bien sûr, nous avons aussi des charges qui peuvent être distribuées, donc des charges continues. Donc nous l'avons déjà vu dans le cas du champ électrique. Et bien sûr, on suppose que nous avons une densité de charge D de Q. Cette densité de charge peut être décrite soit sous une forme de distribution linéaire, avec une densité linéaire lambda. Donc la quantité de charge D de Q serait lambda fois dL, ou une densité de charge surfacique, sigma. La quantité de charge serait D de Q égale sigma fois ds, ou encore une densité de charge en volume notée ρ, et donc la quantité de charge D de Q s'exprimerait comme ρ fois D de tau. Donc tout dépendra de la distribution de charge dans nos disposants. Si on connaît la distribution de charge, il n'y a pas de problème particulier pour trouver l'expression du potentiel. Il suffit simplement de transformer l'intégrale discrète de tout à l'heure, ou une intégrale continue, sur l'ensemble des charges, c'est-à-dire l'ensemble des sources. C'est ce qui est décrit par cette expression-là. Le potentiel, le point M, c'est l'intégration sur tout l'espace où se trouvent deux sources de la quantité D de Q. D de Q prendra une des trois expressions suivantes selon le type de distribution que nous avons. Et une fois encore, on retrouve le coefficient 1 sur 4 pi epsilon 0 R. Bien, nous allons maintenant aborder le point qui s'intitule le travail d'une force. Alors avant toute chose, on va essayer de se rappeler cette expression. Donc c'est-à-dire le travail le long d'un contour. Donc ça, c'est des choses que vous avez probablement vues dans les cours de mécanique. Supposons que nous sommes situés entre deux points que j'ai appelés A et B et qu'il règne une force que j'ai appelée F, qui peut être orientée un peu n'importe comment dans l'espace, et je veux calculer le travail que va produire cette force-là pour déplacer mon objet du point A vers le point B. Donc, en chaque point de ce contour-là, je vais définir un vecteur infinitésimal qui est D de M, qui est orienté de manière tangente à mon contour, et évidemment, en tout point de ce contour-là, eh bien, j'ai une force F qui est orientée selon une certaine direction dans l'espace. Donc, on dispose d'une force F et d'un travail qu'on veut estimer, ou plutôt calculer, entre le point A et le point B. Eh bien, pour calculer ce travail-là, il suffit simplement de faire l'intégration du point A, point de départ, au point B, point d'arrivée, de la quantité F. F, c'est la force en question. D de M, c'est le déplacement élémentaire. Et donc, lorsqu'on fait l'intégration de A à B, eh bien, on trouve le travail de cette force-là le long du contour passant du point A au point B. Alors, on va essayer de voir, ou plutôt d'appliquer ça pour un champ électrique. Donc, nous disposons cette fois-ci d'un champ électrique dans l'espace. Ce champ, on va supposer qu'il est créé par une charge ponctuelle que j'ai notée plus Q, et j'ai une charge test, ou une charge mobile, qui est petit q, que nous avons ici. Eh bien, dans l'état normal, si nous laissons la situation telle qu'elle est, on sait que eh bien, la force électrique, ou plutôt la charge électrique, va créer une force qui est notée ici F égale Q fois E, E étant le champ électrique, qui a tendance, selon évidemment la nature de charge, mais on va supposer sur le dessin ici qu'il a tendance à éloigner la charge Q. Dans ce cas-là, il s'agit d'une répulsion entre les deux charges. Pour maintenir la charge petit q à la même distance ou à une distance fixe par rapport à la charge Q, on voit qu'il faut compenser la force électrique par une force que j'ai notée F extérieure ici, qui est exactement la même en module, mais opposée en sens, c'est-à-dire moins Q fois E. On va donc maintenant voir, lorsque on considère que la charge petit q est mobile, donc dans l'espace, elle peut se déplacer. Et qu'est-ce qui va se passer, ou plutôt, qu'est-ce que ça va nous coûter en énergie lorsqu'on fait un déplacement de cette charge-là du point B au point A.
Alors, pour faire le calcul, on appliquera le même principe que tout à l'heure. La force, cette fois-ci, qui va travailler, c'est la force extérieure, c'est la force moins QE. Le point de départ est le point B, et le point d'arrivée est le point A. Et nous avons une charge ponctuelle grand Q, qui est cette fois-ci immobile, et qui crée un champ électrique E. Et la charge mobile, c'est la charge petit q, et on veut la déplacer du point B au point A. Eh bien, pour calculer le travail, on va simplement appliquer le même principe que tout à l'heure. Donc, on va la déplacer du point B vers le point A. Et donc, d'un point de vue calcul énergétique, on sera confronté à faire ce calcul-là. C'est-à-dire, le contour, passer du point B au point A, la force extérieure multipliée par un déplacement élémentaire. La force extérieure, on l'a exprimée en fonction du champ électrique, donc ça nous donne moins Q fois E, et le déplacement élémentaire, c'est D de M. Alors, dans le cas général, on peut décrire ça sous la forme d'un système de coordonnées, par exemple sphérique, tel qu'il est décrit ici. Donc, je vais simplement remplacer moins QE fois dm par son expression dans un système de coordonnées sphériques. Donc, la charge QE, eh bien, va nous donner petit q fois grand Q sur 4pi epsilon 0 r carré. R étant la distance entre le point où on se situe et le point où se trouve la charge qui crée le champ électrique, c'est-à-dire la charge grand Q. On sait que la force électrique est une force radiale, donc c'est multiplié par un vecteur U de R, qui est le vecteur entre le point où se situe la charge ponctuelle et le point où je fais le calcul. Ensuite, le déplacement élémentaire D de M, il est la composition de 3 déplacements élémentaires. Un déplacement dans la direction radiale, qui est D de R, un déplacement dans la direction azimutale, D de θ, et un déplacement selon la direction phi. Donc ça, c'est simplement la description d'un déplacement élémentaire dans un système de coordonnées sphériques. Alors, lorsqu'on fait ce calcul-là, on voit que cette contribution de déplacement n'apporte rien du tout. Cette contribution de déplacement n'apporte également rien du tout. Et seule la contribution de déplacement dans la direction radiale apporte une contribution non nulle. Donc, en résumé, l'énergie WAB de la force extérieure, développée par la force extérieure, serait simplement l'intégrale de B jusqu'à A de la quantité restante, c'est-à-dire le produit de ces deux termes-là. Donc, lorsqu'on calcule ça, eh bien, on voit que ça va nous donner Q multiplié par le potentiel au point A, tel qu'on a défini tout à l'heure pour une charge ponctuelle, moins le potentiel au point B. Bien, alors ceci m'amène tout de suite à définir ou à introduire la notion de différence de potentiel. On vient juste de le voir sur le transparent précédent, que cette énergie fait intervenir directement la différence entre le potentiel de départ et le potentiel d'arrivée. Donc, ce qu'on appelle la différence de potentiel s'exprime de la manière suivante. Donc, ça, je reprends les expressions que j'ai développées tout à l'heure pour le calcul de l'énergie de la force extérieure. Donc, W extérieur pour passer du point B au point A. Donc, c'est l'intégration de B vers A de F extérieur fois dm. C'est égal à petit q, la valeur de la charge, multiplié par le potentiel au point A, moins petit q, la valeur de la charge, le potentiel au point B. Donc, si j'exprime ça, eh bien, je trouve que c'est égal à Q fois VA moins VB. Et maintenant, je peux définir la différence de potentiel. Eh bien, j'appelle la différence de potentiel V de A moins VB comme l'inverse de la circulation du champ électrique, donc du point B vers le point A. Alors ça, c'est exactement la définition même de la différence de potentiel. Donc, on voit que VA moins VB, donc potentiel d'arrivée moins potentiel de départ, est égal à l'inverse de la circulation du champ électrique en faisant le passage du point B au point A. Alors, maintenant, on a défini ou on connaît des relations pour le champ électrique, on connaît des relations pour le potentiel. On va essayer de voir, est-il possible de passer facilement du champ électrique au potentiel et vice-versa.
c'est ce que j'ai noté, les relations entre le champ électrique et le potentiel. Alors, la première des relations, on la connaît, enfin, on vient juste de la développer, c'est celle qui vous dit que la différence entre le potentiel d'arrivée moins le potentiel de départ, c'est égal à la circulation du champ électrique avec un signe moins. Alors, lorsque je développe cette équation-là, eh bien, ici, si je prends la dérivée, si vous voulez, de cette équation-là, donc je n'effectue pas l'intégrale, le VA moins VB se transforme en D de V. D'accord? Et donc, j'obtiens une relation simple qui me dit que la variation de potentiel, donc variation infinitésimale de potentiel, moins D de V, est égale à la circulation élémentaire du champ électrique, c'est-à-dire E fois dm. Ça, c'est une relation fondamentale entre le champ électrique et le potentiel. Maintenant, si on se rappelle la définition de la quantité gradient en physique, donc on l'a déjà vu la dernière fois, le gradient étant ce qu'on appelle un opérateur en physique, donc on l'applique sur une grandeur scalaire qui est le potentiel ici. Donc le gradient de la quantité V multiplié par un déplacement élémentaire est égal à dV. C'est la définition même du gradient d'une fonction. D'accord? Donc on a également cette relation-là. Maintenant, si on regroupe l'ensemble des relations qu'on a ici, on a la relation fondamentale entre le champ électrique et le potentiel, à savoir le champ électrique E est égal à moins le gradient du potentiel V. Cette relation est une relation fondamentale et elle est valable en tout point de l'espace. Donc, si vous ne vous rappelez pas l'expression du gradient, je vous la rappelle ici en ce qui concerne un système de coordonnées cartésien. Donc, il suffit simplement de constituer un vecteur dont les trois composantes sont la dérivée du potentiel par rapport à la quantité x, la dérivée du potentiel par rapport à la quantité y et la dérivée du potentiel par rapport à la quantité z. Si vous sommez l'ensemble de ces trois vecteurs élémentaires, eh bien, ça constitue ce qu'on appelle le gradient opérateur qui permet de calculer, donc, opération qui permet de transformer le potentiel V en une quantité qui est une quantité vectorielle qu'on appelle le gradient. Alors, dernier point, le potentiel, les unités, évidemment, sont des volts, et on voit tout de suite que, au vu de cette relation-là, eh bien, le champ électrique, les unités sont des volts par mètre. Alors, pour résumer, donc, on dira que le potentiel est une quantité scalaire. Le potentiel n'est défini qu'à une constante près. Parler du potentiel dans l'absolu n'a pas beaucoup de sens en physique. C'est simplement, j'allais dire, une variation qu'on va obtenir. Par contre, la différence de potentiel est une grandeur absolue. D'ailleurs, nous l'avons vu dans les calculs d'énergie, c'était toujours la différence de potentiel qui intervenait. Et ce n'est jamais le potentiel tout seul. Le champ électrique est également une grandeur absolue. Bon, ceci étant, le champ électrique est une grandeur vectorielle, donc qui nécessite en réalité trois grandeurs pour être complètement définie. On va faire un petit exemple de calcul de potentiel. Donc on va essayer de calculer le potentiel généré par un fil conducteur qui transporte ou qui contient une densité de charge lambda. On veut calculer le potentiel à une distance r par rapport au fil conducteur. Donc on va supposer que nous avons un fil infini, on va supposer que la charge sur le fil est uniforme, donc il n'y a pas de point privilégié sur ce conducteur, tous les points sont équivalents, et puis évidemment on voit tout de suite que si on essaye d'exploiter les propriétés de symétrie que nous avons vues dans les précédents cours, eh bien il n'y a pas de direction privilégiée, et donc le potentiel ne dépendra que de la distance par rapport au fil conducteur, c'est-à-dire de la valeur de ce R. Bien, alors comment peut-on calculer le potentiel? Il y a différentes manières de s'y prendre. En voici une. Je vais essayer de profiter de la symétrie, c'est-à-dire je vais choisir un point M, ici, et puis je vais essayer de faire un calcul direct de potentiel. Auquel cas, eh bien, si je prends un point ici, il va me créer un élément de potentiel D de V1, et un point ici qui est symétrique au premier va me créer un élément de potentiel D de V2,
eh bien, le D de V créé par ces deux-là serait la contribution, la somme des deux. Je m'y prendrai comme ça si je veux calculer le potentiel par un calcul direct. Ceci étant, je vais tout de suite être confronté à un problème qui est la présence de charges à l'infini. Or, je vous ai expliqué au début que l'expression du potentiel était en 1 sur R, et parfois, lorsqu'on veut faire des intégrations, en particulier sur des charges qui sont situées sur l'infini, eh bien, notre calcul diverge ou n'est pas du tout commode à faire. Ce qui fait que, dans ce cas-là en particulier, il sera impossible de faire un calcul direct. Alors, on n'est pas complètement, j'allais dire, désarmé. On va faire le calcul d'une manière plus intelligente, entre guillemets. Donc, je vais simplement calculer le champ électrique. Le champ électrique, je peux le calculer à partir du théorème de Gauss. Donc, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je vais simplement délimiter une surface fermée autour de mon fil conducteur, ce qui va me donner ce cylindre élémentaire avec une hauteur L et un rayon petit r. Je calcule le flux à travers ce cylindre-là. Je constate tout de suite que sur les parois de ce cylindre-là, eh bien, l'élément de surface du cylindre est toujours parallèle par rapport au champ électrique. Je sais que le champ électrique, il n'y a pas de direction privilégiée non plus, et les symétries me permettent de montrer que le champ électrique est normal en tout point par rapport au fil. Donc, à partir de ce moment-là, le calcul de flux se fait de manière assez aisée. Donc, je calcule le flux de E ds, je remplace ds par sa valeur, donc c'est R dθ, et j'intègre sur la surface en question, c'est-à-dire que j'intègre par rapport à L entre 0 et grand L étant la longueur du cylindre que j'ai choisi pour le calcul, et pour dθ, j'intègre entre 0 et 2π pour avoir la surface totale de ce cylindre-là. Évidemment, les surfaces que j'ai en dessous et au-dessus, c'est-à-dire les bases du cylindre, ne donnent aucune contribution puisque le champ électrique, cette fois-ci, est vraiment parallèle à ces surfaces-là. Alors, faisant tout ça, eh bien, le calcul se fait de manière très simple. Le flux est égal à 2π fois L multiplié par R, multiplié par la valeur du champ électrique E de R. C'est égal à l'ensemble des charges à l'intérieur divisé par epsilon 0. Ça, c'est le théorème de Gauss, lambda L divisé par epsilon 0. Donc voilà, donc à partir de ça, j'ai calculé mon champ électrique. Donc voici son expression, cette fois-ci. E de R est égal à lambda sur 2π R multiplié par epsilon 0. Maintenant, pour exprimer le potentiel, ben, il suffit simplement que je me rappelle que j'ai une relation entre le potentiel et le champ électrique, à savoir E égale moins gradient de V. Donc c'est la relation que j'ai développée tout à l'heure. Lorsque j'exprime cette relation-là dans le système de coordonnées que j'utilise, en particulier ici, c'est un système de coordonnées cylindriques, eh bien, je n'ai qu'une seule composante qui intervient pour le champ électrique, c'est E de R, et cette composante est égale à moins dV sur dR, c'est-à-dire la dérivée du potentiel par rapport à R. Donc, je vis simplement que je fasse une petite intégrale dans tout ça. Eh bien, c'est ce que je fais ici. Le 1 sur R va me donner logarithme R. Bon, le moins, je vais le retrouver ici, et j'obtiens l'expression du potentiel, lambda sur 2π epsilon 0, logarithme népérien de R, plus une constante, qui est l'expression du potentiel créé par un fil conducteur à une distance R de ce fil-là. Donc vous voyez que le calcul du potentiel n'est pas nécessairement plus difficile que le calcul du champ électrique. On a à notre disposition deux possibilités. La première, un calcul direct. C'est pas toujours évident de faire le calcul direct. Par contre, à chaque fois qu'on a la possibilité d'exploiter le théorème de Gauss pour déduire le champ électrique à partir de E égale moins gradient de V, il faut le faire. Bien, j'aborde maintenant le dernier point, le point qui concerne l'énergie électrostatique. Alors, on va d'abord essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Donc, je vais reprendre ma petite figure de tout à l'heure. Donc, je vais supposer que j'ai une charge électrique grand Q qui crée un champ électrique dans l'espace. Et donc, je vais imaginer que la charge mobile petit q va se déplacer du point B vers le point A. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que je vais situer mon point B à l'infini. C'est-à-dire que dans l'étape initiale, ma charge petit q et ma charge grand Q étaient
espacés de manière très importante, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'interaction entre les deux. J'avais calculé que pour un déplacement du point B vers le point A, eh bien, je devais fournir au système une énergie qui est égale à Q fois VA moins VB. Si je mets le point B à l'infini, on se rend compte tout de suite que le RB est infini et que donc le VB qui intervient ici est égal à 0. Et donc j'obtiens une énergie W extérieure pour déplacer de l'infini vers le point A est égale à QVA. Qu'est-ce que c'est cette énergie? Eh bien, c'est l'énergie en fait que j'ai fournie au système des deux charges pour les maintenir à une distance R, RA, l'une de l'autre. Alors cette énergie, elle n'est pas perdue, elle est en fait accumulée dans le système que je suis en train d'étudier. C'est ce qu'on appelle l'énergie électrostatique. On va essayer de voir maintenant plus en détail lorsqu'on travaille avec plusieurs charges. D'abord, une définition de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle électrique, elle est définie comme l'énergie que je fournis à mon système pour amener les charges dans une position finale. En clair, je vais supposer que j'ai un état initial et j'ai un ensemble de charges qui sont infiniment éloignées les unes des autres. Et puis, je vais, par un moyen physique que je ne décris pas, amener ces charges-là à des points particuliers, de telle manière à ce que les distances entre les différentes charges soient finies. Alors, question, quelle est l'énergie ou qu'est-ce que je dois dépenser comme énergie pour arriver à cette situation-là? Je vais commencer par regarder le cas de deux charges ponctuelles. Donc, je suppose Q1 et Q2 qui sont situés au point M1 et M2. J'ai commencé par un état initial. Mon état initial serait caractérisé par Q1 et Q2 qui sont infiniment éloignés l'une de l'autre. Donc, pas d'interaction à ce niveau-là. Première étape, étape 1, je vais amener la charge Q1 au point M1. Donc, je vais transporter cette charge Q1 au point M1. Étant donné qu'il n'y a pas d'interaction à ce niveau-là, d'un point de vue énergétique, ceci ne coûte rien. Je n'ai dépensé aucune énergie pour faire cette opération-là. Étape 2. Maintenant, la charge Q1 est au point M1 et je vais amener la charge Q2 au point M2. Pour ceci, eh bien, il faut une énergie et cette énergie est nécessaire parce que je dois vaincre la force électrique qui est créée par la charge Q1. D'accord? Alors, on a montré dans l'exemple précédent eh bien, que cette énergie-là, ben, c'est simplement le potentiel créé par la charge Q1, c'est-à-dire 1 sur 4pi epsilon 0 Q1 que multiplie Rn2. Donc ça, c'est le potentiel que crée la charge Q1 multiplié par la valeur de la charge Q2 que j'ai déplacée de l'infini jusqu'à ce point-là. Donc, conclusion, l'énergie que j'ai donnée au système s'écrit 1 sur 4pi epsilon 0, le produit des deux charges, Q1 fois Q2, multiplié par Rn2. Rn2 étant la distance finale entre les deux charges. Alors, regardons maintenant le cas de trois charges. Donc, comme tout à l'heure, Q1, Q2 et Q3, je veux les positionner au point M1, M2 et M3. Donc, j'ai commencé par l'état initial. Ces charges-là sont infiniment éloignées les unes des autres, donc pas d'interaction. Ensuite, étape 1, je vais toujours amener la charge Q1 au point M1. Ça ne coûte toujours rien, c'est comme tout à l'heure. Étape 2, eh bien, je vais amener la charge 2 au point M2. Je sais que je dois dépenser une énergie que j'ai déjà calculée, qui est ici, 1 sur 4pi epsilon 0 Q1 fois Q2 sur Rn2. Étape 3, eh bien, je vais amener cette fois-ci la charge Q3 au point M3. Je dois vaincre la force électrique créée par la charge Q3, par la charge Q1, pardon. Donc, ceci va me coûter cette énergie-là, 1 sur 4pi epsilon 0 Q1 fois Q3 sur Rn3. Mais je dois aussi combattre la force créée par la charge Q2. Donc, je dois amener aussi, ou je dois dépenser une énergie qui est 1 sur Q3 Q2 multiplié par R3, 2. Alors, lorsque je fais la contribution globale de l'ensemble des contributions d'énergie, eh bien, je vais pouvoir généraliser ce résultat-là à n charges. Donc là, j'ai représenté n charges. Le calcul se fait de manière à peu près identique.
Donc, on va supposer que la charge Q1 est au point M1, Q2 au point M2, etc., etc. Et on va s'arrêter jusqu'à l'ordre N-1. Et puis après, on va emmener la charge Mn pour l'état final. Et donc, lorsque je fais ça, ben, je vais me rendre compte qu'en sommant les différentes contributions, je vais tenir compte des interactions mutuelles entre les charges 2 par 2. Donc, à chaque fois, je dois avoir le produit charge QI fois charge QJ multiplié par la distance entre les deux. Donc, le facteur 1 sur 4pi epsilon 0 va intervenir à chaque contribution énergétique. Et puis, je vais commencer par faire ça sur toutes les charges. Alors, lorsque je fais ça sur toutes les charges, j'ai introduit une sommation sur un premier terme de i égale 1 jusqu'à n. Ça va me donner l'ensemble des champs créés, ou plutôt l'ensemble des potentiels créés par les charges de Q1 jusqu'à n. Et si je considère ça sur le point J, d'accord? Donc, il suffit simplement que je multiplie à chaque fois QI fois QJ sur RIJ pour trouver la contribution de la charge QI sur la charge QJ. Maintenant, pour tenir compte de toutes les charges QJ, je dois aussi sommer une deuxième fois sur toutes les charges QJ, en tenant compte de toutes les charges, sauf de la charge elle-même. Bien sûr, je ne vais pas prendre en compte l'interaction entre une charge QI avec elle-même. C'est pour cela que vous avez l'indication ici. La deuxième somme est à faire sur toutes les charges possibles, sauf lorsque J est égal à I. Donc, il faut faire cette somme-là pour tous les cas où nous avons J différent de I. Enfin, il y a un dernier paramètre ici, 1,5, qu'il faut faire intervenir. Pourquoi ce paramètre 1,5? Eh bien, c'est pour raison de symétrie. Parce que si je fais cette sommation-là, je vais me rendre compte que je vais compter en fait les contributions deux fois. Puisque une fois, je vais calculer la contribution de la charge QI sur la charge QJ. Et comme je fais la somme une deuxième fois, eh bien, je vais aussi contribuer la contribution de la charge QJ sur la charge QI. Si je ne veux pas me compliquer la vie en faisant un calcul distingué, je vais simplement sommer deux fois et je vais, comme chaque contribution va se répéter deux fois, je vais diviser par le facteur 1,5. Alors, cette expression-là, eh bien, vous donne l'énergie potentielle qui est accumulée dans une distribution de charges constituée de cette manière-là, de charges ponctuelles de 1 jusqu'à n. Alors, je peux maintenant modifier légèrement cette expression. En particulier, je fais sortir la charge QI ici et la somme de J égale 1 jusqu'à n, à condition que J soit différente de I, eh bien, je vais la laisser ici. Alors, si je regarde ça plus en détail, eh bien, je vois intervenir ici une notion de potentiel. En effet, si vous regardez ce terme-là, le terme restant qui est ici, eh bien, ce n'est autre que le potentiel créé au point où se trouve la charge QI par l'ensemble des autres charges. D'accord? Donc, je peux remplacer ce terme-là simplement par le potentiel VI, c'est-à-dire c'est le potentiel créé au point I par l'ensemble des autres charges. Et j'obtiens une expression plus simple qui me dit que l'énergie potentielle est égale à 1,5, somme de I égale 1 jusqu'à n de QI fois VI. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une distribution de charge continue? Eh bien, je remplace simplement ma distribution ou ma charge QI par sa valeur. Donc, cette fois-ci, eh bien, au lieu d'avoir une somme discrète de I égale 1 jusqu'à n, eh bien, je vais avoir une somme continue sur l'ensemble des distributions de charge. Donc là, j'ai considéré que j'ai une distribution de charge du type distribution volumique. Donc, je remplace QI par ρ fois d taux, qui représente la quantité de charge. Le facteur 1,5, évidemment, il est le même. Et le potentiel V, il est le même. Et j'obtiens une deuxième expression qui me permet de calculer l'énergie emmagasinée dans un système de charge. Je vais faire maintenant une petite application en ce qui concerne une sphère qui a une charge Q. Et donc, je vais essayer d'analyser la situation suivante. Je suppose que j'ai une sphère, où j'ai représenté ici sa limite. Elle a un rayon R au départ.
et elle comporte une charge Q. Et je vais essayer de modifier l'état de cette sphère-là, clairement de modifier son rayon. Donc, à l'état initial, j'ai un rayon R0 et une charge Q, et je veux la faire arriver à un état final qui est caractérisé toujours par la même charge Q et un état qui est caractérisé par un rayon R0 moins D2R. C'est-à-dire que je vais diminuer le rayon de ma sphère. Alors, je vais essayer de calculer le travail nécessaire pour obtenir cette situation-là. C'est ce que j'ai appelé le travail de contraction. Eh bien, si je prends l'état initial ici, eh bien, je vais avoir une distribution de charge en surface. Je peux calculer le champ électrique sur la surface de ma sphère. Alors, le champ électrique est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Alors, faites attention, il s'agit du champ électrique juste sur la surface ici, et non pas un tout petit peu après la surface. C'est-à-dire que pour obtenir ce résultat-là, j'ai tenu compte que je fais le calcul du champ électrique exactement sur la surface. Le calcul se fait par le théorème de Gauss. Il suffit simplement de dire que la charge totale, c'est-à-dire c'est 4pi multiplié par R0 carré multiplié par sigma, donc ça c'est la charge totale, divisé par epsilon 0, est égal au champ électrique multiplié par la surface totale de la sphère, et donc j'obtiens un champ électrique sur la surface qui fait sigma sur 2 epsilon 0, sigma étant la densité de charge sur la surface. Eh bien, avec ce champ électrique, on voit bien que j'ai une densité de force ici qui serait le champ électrique que j'ai calculé multiplié par la quantité de charge par unité de surface, puisque j'ai une charge sigma et j'ai une force, j'ai un champ électrique E, donc il va s'exercer une force par unité de surface qui est égale E multiplié par sigma, c'est-à-dire sigma carré sur 2 epsilon 0. Bien, continuons notre travail. Donc, l'état final, eh bien, l'état final, je veux réduire le rayon de la sphère d'une quantité qui est égale à dr. Donc, je vais développer un travail qui doit compenser la force F, c'est-à-dire moins F, sur la distance en question, moins dr. Et pour faire ça, pour la totalité de la sphère, eh bien, il faut tenir compte de l'élément de surface qui est égal à d de S. D'accord? Donc là, cette expression-là me donne l'élément infinitésimal d'énergie que je dois fournir pour contracter ma sphère d'une distance qui est égale à d de R pour un élément de surface qui est représenté ici par ds. Ensuite, pour trouver le travail pour la sphère tout entière, eh bien, il suffit que j'intègre tout simplement sur la surface de la sphère. Comme les expressions qui sont ici ne dépendent pas en réalité de la sphère, il suffit simplement de multiplier les expressions f de tout à l'heure, multipliées par, donc d'une part dr que vous avez ici, et d'autre part par la surface de la sphère, c'est-à-dire 4pi r carré, mais il faut tenir compte de l'expression qu'il y avait tout à l'heure, un demi qui intervenait dans le calcul du champ électrique. En résumé, l'énergie nécessaire est égale à cette quantité-là. Alors, on va essayer de voir où se trouve cette énergie-là. Eh bien, cette énergie que je viens de dépenser, en fait, elle est associée à ce volume-là, l'espèce de nouveau de volume sur lequel je travaille. Je peux calculer le volume qui est ici, que j'ai appelé D de taux. Ce volume-là, eh bien, je peux lui associer une espèce de densité d'énergie, puisque je vais calculer le champ électrique sur ce volume-là. Je sais que le champ électrique est égal à sigma sur epsilon 0. Alors faites attention ici, ce n'est plus le champ électrique sur la surface cette fois-ci, mais c'est le champ électrique à l'intérieur de ce volume-là. Donc je ne suis plus tout à fait sur la surface. D'où l'expression sigma sur epsilon 0 et plus sigma sur 2 epsilon 0 comme tout à l'heure. D'accord? Donc j'ai un champ électrique qui fait sigma sur epsilon 0. J'ai un volume qui va faire 4pi R0 carré
multiplié par D de R. Mon énergie W, je l'ai écrite de cette manière-là. Eh bien, si j'intègre la valeur du champ électrique ici, sigma sur epsilon 0, et je transforme l'expression qui est ici pour faire apparaître clairement l'expression du champ électrique. Et je vois qu'à ce niveau-là, l'énergie W serait epsilon 0 sur 2 multiplié par le carré du champ électrique multiplié par l'élément de volume des deux taux. Okay? Donc, cette énergie-là, on peut dire que c'est quelque part situé dans le volume qu'on vient de créer, c'est-à-dire c'est le volume entre les sphères de rayon R et D de R. Donc je peux parler de densité d'énergie, d'accord? Et à partir de la densité d'énergie, je peux définir cette fois-ci la densité d'énergie par unité de volume, qui est là, epsilon 0 sur 2 multiplié par E carré. Ce terme-là a la signification d'une densité d'énergie, c'est-à-dire que c'est des joules par mètre cube. Et donc l'élément d'énergie, il suffit que je prenne la densité multipliée par l'élément de volume des deux taux. Et donc j'obtiens D de W est égal à epsilon 0 sur 2, E carré des deux taux. Alors, vous avez des expressions qui sont similaires ici. Donc on retrouve la même expression pour calculer l'énergie totale. Et si j'exprime en fonction du potentiel, on l'a vu tout à l'heure, on fait intervenir la densité de charge ρ sur 2V multiplié par des deux taux. Voilà, donc un dernier point, on va appliquer ça pour le calcul d'une sphère. Donc on va considérer que nous avons une charge Q qui est située sur une sphère de rayon R. Le champ électrique, on sait le calculer, à une distance R s'écrit sous cette forme-là. L'élément de volume à une distance R, donc s'écrit sous cette forme-là, donc 4pi R carré d de R. L'élément d'énergie à partir de la densité du champ électrique s'écrit sous cette forme-là. D'accord? Donc ça, tout simplement, c'est des exploitations des relations que nous avons ici. Donc c'est la densité d'énergie. Ça s'exprime en fonction de Q carré sur 8pi epsilon 0 R carré d de R. Alors, pourquoi je fais ce calcul-là? Eh bien, tout simplement pour associer directement la quantité d'énergie W à la quantité de charge Q reliée à la surface R. Ce résultat-là représente simplement la quantité d'énergie nécessaire pour mettre une charge ponctuelle Q sur une sphère de rayon R. Alors, où elle est cette énergie? Eh bien, cette énergie, elle est emmagasinée en fait dans tout l'espace. Elle a une densité qui est égale à sigma sur 2 E0 E carré. Donc, elle est proportionnelle au carré du champ électrique. C'est une énergie qui est récupérable, c'est-à-dire qu'à chaque moment, je peux la transformer en une autre quantité d'énergie. Et donc, je peux dire que chaque charge ponctuelle à laquelle j'ai associé un rayon R, eh bien, elle comprend une quantité de charge Q qui est proportionnelle à la charge au carré et inversement proportionnelle au rayon R de cette charge-là. Voilà, nous venons de finir cette leçon qui concerne l'énergie électrostatique. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon.